Yomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et maintenant que notre entreprise a pris son envol, on va essayer de placer notre argent. Thomas, qu'est-ce qu'on investit aujourd'hui ? D'abord, on va se poser une question et on va essayer d'y apporter évidemment la réponse en même temps. Est-il possible d'emprunter après une maladie ? Et ensuite, on va se poser aussi une autre question, mais là, on aura Christophe Dequet, associé fondateur du cabinet 2B Patrimoine, pour y répondre. Comment fait-on pour épargner de façon salariale ? Et Olivier Malteste, expert en marché financier, qui va nous parler d'actions chinoises. Tiens, formidable, allons-y. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Allez, commençons par ce sujet sensible, mais très important. Oui. Est-ce qu'on peut emprunter après avoir eu une maladie sans surcoût, Thomas ? Après une maladie, est-ce qu'il est vraiment possible d'éviter de remplir un questionnaire médical pour souscrire une assurance emprunteur ? Oui, Jean-Marie, absolument. Grâce à la loi Lemoine de 2022, les emprunteurs peuvent éviter de remplir un questionnaire médical si leur emprunt, il y a quand même un si, ne dépasse pas 200 000 € et que le remboursement est prévu avant 60 ans. Cette limite est même portée à 400 000 € si l'emprunt est réalisé à deux, avec l'assurance répartie à 50% sur chacun. Cependant, l'assureur fixe souvent une prime plus élevée car il ne connaît pas l'état de santé de l'emprunteur. Alors, si on décide de remplir un questionnaire, est-ce qu'il y a des maladies qu'on peut ne pas déclarer ? Alors, pour certains emprunteurs en pleine forme ou ceux qui bénéficient du droit à l'oubli, remplir un questionnaire médical peut leur permettre d'obtenir une prime plus avantageuse. Par exemple, le droit à l'oubli vous permet de ne pas déclarer certains cancers ou une hépatite C si le protocole thérapeutique est terminé depuis au moins 5 ans. Cela dit, il faut être très prudent. Mentir ou omettre des informations sur d'autres pathologies pourrait entraîner l'annulation du contrat si l'assureur le découvre après enquête en cas de décès ou d'invalidité. Alors, si on se retrouve avec une surprime importante, quelles sont les solutions pour limiter les coûts ? Alors, il est essentiel de comparer les devis de plusieurs assureurs. Les primes varient d'un assureur à l'autre, même pour une même pathologie, car chacun évalue le risque différemment. En plus, certaines maladies bénéficient d'une grille commune qui engage les assureurs à ne pas appliquer de surprime ou d'exclusion pour certains cancers, par exemple. Enfin, si la prime reste trop élevée, l'assureur peut parfois proposer de limiter les garanties, comme exclure les conséquences de la maladie en question. Bon, alors moi je veux emprunter, je me vois refuser l'assurance. Thomas, est-ce que j'ai encore d'autres options ? Oui, si une assurance est refusée, la banque qui gère le prêt doit automatiquement transmettre le dossier à un groupe d'assureurs spécialisés qui vont essayer de trouver une solution. Malheureusement, cela peut aboutir à une prime encore plus élevée ou des conditions plus strictes, ce qui peut rendre le crédit trop cher pour certains emprunteurs. Bon, la conclusion de tout ça, c'est que l'argent c'est important, mais la santé ça restera toujours le plus important. Allez, tout de suite on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Qui n'est autre que Christophe Dequet. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour. Et bonjour à vous. Vous êtes associé fondateur de 2B Patrimoine. C'est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Alors vous intervenez auprès de vos clients pour les conseiller sur les sujets de l'épargne, des placements, de l'investissement, de la fiscalité, de la retraite aussi ou de la prévoyance. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Christophe Dequet, on vous reçoit aujourd'hui parce qu'on veut parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent d'ailleurs, d'une façon générale, et on veut mettre effectivement un focus aujourd'hui dessus, c'est la manière de se constituer une épargne quand on est salarié. Il s'agit du fameux PEE, le plan épargne entreprise. En quelques mots déjà, comment peut-on définir ce fameux PEE ? C'est une enveloppe d'épargne en fait qui est ouverte aux salariés sur la volonté de l'employeur qui met en place cette enveloppe d'épargne, donc le PE PERCO aussi qui va avec. Ça peut se mettre en place sur une décision unilatérale en fonction du nombre de salariés qui sont dans l'entreprise ou avec l'aide des représentants du personnel s'il y a le nombre de salariés qui font que le représentant du personnel doit intervenir sur la mise en place de ce PE. Alors rentrons un peu dans le détail du fameux PE. En quoi ça consiste ? Il y a quoi à l'intérieur pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est un livret d'épargne quelque part, le PE, sur lequel le salarié n'a pas d'obligation de verser. Est-ce qu'on peut le comparer par exemple à un plan d'épargne logement dans le raisonnement ? C'est des sommes bloquées, on met de l'argent dessus, c'est un peu ça l'idée quand même. C'est un peu ça, mais c'est plus intéressant. Ça c'est les avantages, on en parlera dans un instant. Mais sur le mécanisme, c'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement, oui. D'accord. Alors, on trouve quoi dans ce fameux PE ?
Vous placez vos fonds, vous placez de l'argent qui sont placés donc sur des fonds comme dans une assurance vie, par exemple. Donc une partie de mon salaire que je reverse dessus, par exemple. Alors, c'est ça ? Ça peut être. On peut verser de plusieurs façons sur le PE. On peut faire un versement volontaire. Oui. On peut verser sa prime d'intéressement. On peut verser sa prime de participation. Oui. Et puis la prime de partage de valeur également qui est sortie récemment. C'est une prime qui est versée par l'employeur en fonction du résultat de l'entreprise, qui pourra être versée sur le PE. Mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation. C'est le choix du salarié. On offre au salarié le choix de verser sur son PE l'une de ces 4 solutions, versement volontaire, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et il y a une dernière chose, l'abondement, qui est possible, qui est décidé par l'employeur. Abondement qui est plafonné. Il y a des choses... des montants de plafond, bien sûr, arrêtés. Ce que vous dites qui est important, il n'y a aucune obligation, faut que tout le monde l'entende, de verser de l'argent dessus. C'est une solution qui est proposée. Tout à fait. Une question aussi importante, est-ce que ça s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit la taille ? Est-ce qu'il y a un minimum ou pas ? Pour mettre en place un plan d'épargne entreprise, il faut avoir au moins un salarié. D'accord. Voilà. Au-delà... donc toutes les entreprises, quelque part. Toutes les entreprises peuvent mettre en place un PE, bien sûr. Alors, d'où vient l'argent que l'on verse sur le PE ? C'est seulement le salarié qui met de l'argent ou l'entreprise peut en verser dessus en dehors de ce que vous êtes en train d'évoquer ? Le versement volontaire, c'est le salarié qui décide de verser. Et souvent, cela se fait quand il y a un abondement qui est prévu. C'est ça. D'accord. L'intérêt du salarié, c'est de verser le plafond de ce qui est prévu dans le plan. Et ensuite, tout ce qui est prime d'intéressement, prime de participation et partage de valeur, en fait, ça, c'est le choix du salarié, de verser ou pas. Et il y a un minimum à verser ? Mensuellement, par exemple, on a des obligations là-dessus ou pas ? Non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. On peut pas verser, on peut verser à partir d'1 euro, c'est comme ça qu'on peut le lire. Un mot important à retenir, c'est liberté. Liberté. Alors, dernière chose, est-ce que la fiscalité est intéressante sur ce sujet-là ? Bien sûr. Oui. Puisque vous imaginez une prime de participation perçue par un salarié en direct, il la déclare l'année où il la perçoit, il la déclare sur son avis sur sa déclaration de revenus. Mais s'il la met sur son PE, quand il la récupère au-delà d'un certain temps qui est prévu donc par les textes, eh bien il n'est pas fiscalisé dessus. Et on est d'accord, Christophe Dequet, on peut débloquer, ce sera ma question et réponse en même temps pour vous, en cas de achat immobilier, achat de voiture, si elle est mariage, propre, Pax, également si vous voulez faire des travaux pour rénover énergétiquement votre résidence principale, c'est des cas de déblocage anticipé du PE. Merci à vous. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Christophe Dequet, je rappelle que vous êtes associé fondateur de 2B Patrimoine. Tout de suite, merci à vous. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, osez investir. Le coin de l'expert. Oui, l'expert aujourd'hui, c'est Olivier Malteste. Bonjour et bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour, merci. Alors, vous êtes expert en marché financier, vous enseignez la finance à l'université Paris-Dauphine. Et avec Olivier, mon cher Thomas, eh bien, vous allez nous parler d'actions chinoises. Absolument, Jean-Marie. On parle rarement d'ailleurs des marchés internationaux, d'une façon générale, dont on investir en particulier. Alors, nous allons y remédier aujourd'hui avec vous, Olivier. Vous avez un chiffre qui va nous faire réfléchir ce matin et qui nous transporte jusqu'en Chine, du coup. Tout à fait, Thomas. Le chiffre du mois, c'est 500 milliards de yuan, soit un peu plus de 64 milliards d'euros. Et c'est le montant qui va être prêté en Chine aux sociétés d'investissement, en dehors des banques, pour acheter des actions chinoises pour soutenir le marché. Ce montant va pouvoir ensuite être augmenté pour atteindre 1500 milliards de yuan. Et cette mesure fait partie d'un grand plan de relance. Et cela a eu un effet ? Oui, tout de suite, immédiatement sur la semaine, environ 20% de hausse, soit la plus forte hausse hebdomadaire depuis 2008. Et c'est en fait toute petite partie du retard de valorisation de ces actions qui seront bien moins chères que les actions américaines, par exemple. Mais la Chine, Olivier, c'est un marché un peu particulier quand même, non ? Effectivement, et c'est ce qui explique d'ailleurs sa faible valorisation par rapport au marché développé. La Chine est une zone qui a fini par être considérée comme étant non investissable par un certain nombre d'investisseurs. Alors, quels sont les risques spécifiques s'il y en a ? Il y a le risque évidemment d'une attaque militaire de Taïwan par la Chine, par exemple, mais également la possibilité pour l'État chinois de nationaliser ou de pénaliser des secteurs entiers de l'économie d'un simple claquement de doigts, comme on a pu le voir avec
avec la technologie, l'éducation privée ou les jeux vidéo, par exemple. C'est donc un investissement particulièrement risqué, du coup. Tout à fait, oui. Et la vraie question, ça va être de savoir si ces mesures vont inciter les investisseurs à reconsidérer leur position vis-à-vis de la Chine. Merci à vous, Olivier. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à vous, mon cher Thomas. Merci, Jean-Marie. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser entreprendre et Oser investir. D'ici là, vos émissions sont à retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. À bientôt. Merci à vous. Sud Radio, Oser investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.